Donc, ils sont tous là? Alors, il y a beaucoup de gens, oui, il y a beaucoup de personnes là qui sont connectées. Donc, dans l'idée, Nadia, c'était de ce rendez-vous, c'était de parler de la maladie de Gaucher, son suivi, son traitement dans cette période de déconfinement qui va arriver. Comment est-ce que les choses vont D'accord, pouvoir se faire et se rétablir? On essaye de centrer ça d'accord, autour de cette thématique. d'accord, Et puis, s'il y a possibilité ensuite d'être un peu plus large, parce qu'il y a des questions un peu plus larges, on verra en fonction du temps. d'accord. Euh, est-ce que J'ai des tu questions là. est-ce que introduis, pardon, Comment? est-ce que tu introduis un petit peu par rapport à la situation? Oui, Comment bien est-ce que sûr. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'ai revu ma. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas attrapé l'infection à coronavirus. Après, il y en a peut-être qui l'ont attrapé parce que, ben, ma foi, la plupart des cas sont quand même assez bénins. Donc, je sais que dans l'entourage, on peut avoir des enfants, de la famille qui a pu le contracter. Et j'espère de tout cœur qu'il ne s'agit pas de formes graves. Donc, j'avais lors d'un webinaire qu'on a fait avec la filière, lors vraiment de la vague, j'avais fait donc un webinaire qui était assez, quand je me suis réécoutée, j'ai entendu la voix, la musique qu'on a mis derrière. Je pense que j'ai bien fait parce que mon but, c'était vraiment que les mesures barrières soient tout à fait adoptées. C'était pour moi le plus important et d'éviter que les patients dont on s'occupe au comité d'évaluation du traitement de la maladie de Gaucher bien, ne contractent cette maladie. Maintenant, on est à distance et vraiment dans nos hôpitaux, il y a beaucoup, beaucoup moins, voire pas, puisque de patients qui ont des infections à Covid. Les services d'urgence sont maintenant libérés de ces patients. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est que les patients qui ont d'autres maladies, eh bien, n'oublient pas de se faire traiter. Ça, c'est la première chose. On ferme les unités Covid, vraiment, on les ferme complètement. On a un petit peu peur d'une deuxième vague, donc les professionnels et les médecins qui sont attitrés à ces unités Covid se reposent d'une part, de même que le personnel, et on est toujours prêt s'il y a une deuxième vague. Et enfin, ce qu'on aimerait là actuellement, c'est que les patients eh bien, puissent bénéficier de leur traitement et de leur suivi dès que le confinement là est terminé, dès que apparaît le déconfinement. Alors, je dois dire qu'actuellement, on est assez serein parce qu'on peut voir que dans nos hôpitaux, dans les structures de soins, les ambulanciers, eh bien, ma foi, les masques sont là, les blouses sont là, le soluté hydroalcoolique sont là. Et donc, maintenant, on est tout à fait serein pour faire revenir les patients en hôpital de jour quand ils n'étaient pas venus parce que, plus à cause des transports, j'avoue, parce que dans nos unités, souvent, il y a des règles bien précises avec ce qu'on appelle des pathways, c'est-à-dire en fait des circuits qui sont bien déterminés pour les patients qui ne sont pas Covid pour qu'ils ne l'attrapent pas. Donc, il y avait des circuits particuliers. Et donc, tous les patients qui sont venus pendant cette période pour se faire perfuser, par exemple, eh bien, ne l'ont pas attrapé parce qu'on a pris des précautions. Mais il est vrai que notre crainte, c'était plus que dans les transports, dans les croisements que l'on peut faire en ville, eh ben, ils puissent l'attraper en venant en hôpital de jour, par exemple, pour faire leur perfusion, ou bien également que si les perfusions étaient en hôpital, en hospitalisation à domicile, que les patients puissent l'avoir par le personnel qui vient faire le traitement à domicile. J'ai eu des photos d'une de mes patientes qui m'a montré comment son infirmière donnait ses perfusions et j'ai été complètement rassurée. Et d'ailleurs, on s'était eu au téléphone auparavant. Je lui avais dit qu'il était important que l'infirmière ait une charlotte, un masque, une surblouse et suffisamment de gel hydroalcoolique et qu'il puisse y avoir une distanciation nécessaire. Et donc, j'ai été complètement rassurée quand j'ai vu le local avec la tenue de la personne, du personnel de santé. Donc, actuellement, notre crainte, eh bien, elle a un petit peu tourné. C'est qu'au départ, on s'est dit, il ne faut pas qu'ils attrapent le coronavirus. C'est une maladie, la maladie de Gaucher, qui n'est pas en fait à risque en soi, sauf peut-être chez les patients qui sont immunodéprimés liés à la splénectomie ou à d'autres maladies, parce que la splénectomie entraîne quand même une part d'immunodépression. Et sinon, les patients finalement qui ont une maladie de Gaucher traités depuis très longtemps ne sont pas plus à risque.
ils peuvent être à risque s'ils ont une surcharge pondérale, s'ils ont une obésité et s'ils ont d'autres maladies qui peuvent entraîner une immunodépression. Donc, après une phase un petit peu proactive, agressive pour éviter de contracter le virus, maintenant on rentre dans une phase où on est beaucoup plus serein et on voudrait que tous les patients reprennent leur traitement. Mais toujours pareil, dans de bonnes conditions, parce qu'il ne s'agit pas, pendant ce déconfinement, eh bien, d'avoir un peu plus de relâchement sur les mesures barrières. Et moi, si je dois insister sur les mesures barrières, c'est vraiment la distance de sécurité, c'est le masque et c'est la solution hydroalcoolique qu'on a tout le temps dans sa poche. Alors moi, j'en ai toujours. J'en ai un petit, je le remplis en permanence. J'ai ma petite bouteille parce qu'elle est facile à trouver et surtout, je la remplis régulièrement et je l'ai très vite sur moi. Comme ça, dès que je touche une surface, dès que je vois, par exemple, l'autre jour, j'ai serré la main, j'ai oublié d'un patient qui me l'attendait, eh ben, on a rigolé et puis je me suis vite nettoyée parce que, en fait, la solution hydroalcoolique dans notre bureau médical était beaucoup éloignée, beaucoup trop éloignée. Donc, l'avoir sur soi, je vous dirais que les gants, nous n'aimons pas du tout les gants, les patients, les médecins, parce que c'est une fausse sécurité. Quand on a des gants, ben, finalement, on touche, on croit qu'on a des gants, qu'on ne va pas se les mettre à la bouche ou sur les yeux. Et donc, c'est une fausse sécurité. Et pour moi, je ne mets jamais de gants et on dit qu'il ne faut pas mettre de gants. Il vaut mieux avoir sa solution et se laver les mains tout le temps, en allant faire les courses, en venant de faire les courses, en déballant de son caddie, etc. Donc, en fait, ça va dépendre un peu de vous aussi maintenant. C'est-à-dire que chaque citoyen va devoir adopter encore plus ces mesures de sécurité. Les masques, je pense que vous avez une maladie de Gaucher, même si vous n'êtes pas à risque, même si la maladie n'est pas grave, même si la maladie est stabilisée, c'est quand même pas la peine d'avoir une maladie de Gaucher et une infection à coronavirus, d'accord? Et donc, vous avez, à mon avis, un petit sur-risque lié juste au fait que vous avez une maladie chronique et que ce n'est pas la peine d'en rajouter avec une infection à coronavirus. Donc ça, c'est la première chose. Les gestes barrières sont vraiment très important. Et enfin, il faut revenir à vos traitements en vous assurant auprès du système de soins, hospitalisation à domicile, hospitalisation de jour, que vraiment eh bien, les personnels de santé adoptent vraiment le masque, la blouse et les précautions nécessaires. Donc ça, c'est très important. Donc, vous pouvez vous dire, ben oui, mais là, j'ai quand même un petit peu peur, je crains de l'attraper quand même. Ben, je crois qu'il faut faire attention au transport. Et pour nous, en tout cas, médecins, ici, on a eu plus d'une cinquantaine de patients dans le service qui ont été atteints du Covid et on a eu des unités Covid. On s'aperçoit quand même que les mesures barrières, le lavage des mains est très important et aussi ne pas se regrouper. Parce que quand on se regroupe, eh bien, finalement, inconsciemment, on est quand même un pays latin, eh bien, on se rapproche des gens, on touche les choses, et même si on a un repas en commun. Alors, c'est compliqué, mais il faut s'organiser. Si on doit faire il faut éviter les réunions, moi je dirais pour le moment, éviter les réunions familiales trop rapprochées. Je pense qu'on peut les faire parce qu'on en a tous besoin, mais il faut garder sa distance de sécurité. Donc voilà pour les choses importantes. Alors, j'ai en face de moi des questions. Alors, j'ai une question, le retour au travail, la gestion familiale en période de déconfinement, disponibilité de Cérézyme et les conditions de suivi à l'hôpital. Alors, je crois que maintenant, il faut être suivi, c'est-à-dire que si on avait prévu une hospitalisation de jour qui a été annulée, si on avait prévu des bilans, maintenant, il faut les réorganiser. Donc, il faut vous rapprocher de vos médecins qui ne doivent pas vous laisser tomber et tout réorganiser. Alors, le problème, c'est qu'on va peut-être mettre en avant les patients qui ont le plus besoin d'un suivi ou d'une consultation parce qu'on ne pourra pas revoir tout le monde d'un coup. Le retour au travail, ben, ça va dépendre, pareil. Là, je fais beaucoup de certificats et parfois, je n'ai pas besoin d'en faire. Quand la personne qui retourne au travail n'est pas sûre que son employeur ait suffisamment de masques, peut adopter la distance de sécurité au sein d'un bureau, n'a pas de gel excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Et donc, si ces mesures barrières ne sont pas respectées, si elles sont ou même si l'employé est dans l'incertitude,
moi, je fais un certificat en disant qu'à ce moment-là, il y a une éviction qui est indispensable. Donc ça, vous parlez avec votre employeur et vous voyez même sur le premier jour du retour, si vous voyez que les transports sont complètement bondés, si vous voyez que sur le lieu de travail, les mesures ne sont pas adoptées, ben, il ne faut pas aller travailler. Voilà, parce que vous devez être protégé et donc vous devez avoir tous ces, je veux dire, toutes ces mesures qui sont bien adoptées à la fois dans les transports et à la fois sur le lieu de travail. Et ça, c'est important et ça va être du cas par cas. Ça va vraiment être du cas par cas. Moi, je suis là, vos médecins sont là pour vous expliquer. Alors, vous allez en avoir certains médecins qui vont être un peu dogmatiques, d'autres qui sont un petit peu plus libérales. Moi, je t'avoue que je suis un petit peu dogmatique et mon but, c'est que les patients n'attrapent pas la maladie. Donc, plutôt en faire plus que pas assez. Et j'ai fait beaucoup de certificats, là, ces jours-ci, parce que certains employeurs ne pouvaient pas assurer ces mesures auprès de leurs employés. Voilà pour cela. Ensuite, la disponibilité de l'enzyme, pour l'instant, il n'y a aucun problème pour la disponibilité de tous les traitements. Donc, si vous avez vous-même des problèmes spécifiques, il faut vraiment nous les faire remonter. Mais actuellement, je n'ai pas eu de patients et au contraire, parce que finalement, il y a des patients qui ont arrêté, ils sont stabilisés depuis longtemps, ils vont bien. C'était en plein boom de l'épidémie. Et donc, pendant ce temps-là, il y a du traitement qui n'a pas été attribué. Donc, pas de pénurie. Les conditions de suivi à l'hôpital, on en a parlé. Alors ensuite, j'ai une question. Est-ce que les maladies de Gaucher de type 1 ont plus de risques d'être, alors j'étale un peu, contaminées que d'autres personnes dites normales? Non, absolument pas. Donc pour l'instant, contaminé, tout le monde peut être contaminé. Après, on peut faire une forme plus ou moins grave. On sait très bien que les complications, c'est actuellement l'obésité en premier, le diabète de type 2 et l'hypertension artérielle. C'est vraiment, ça ressort. Être un homme, c'est plus à risque puisqu'il y a 78% parfois de mortalité chez les patients qui passent en réanimation et il y a moins de formes graves chez les femmes et a priori chez les enfants, sauf qu'actuellement, il y a un doute sur une maladie qui s'appelle la maladie de Kawasaki. Mais en gros, d'être contaminé, non, il n'y a pas plus de risques. Ceux qui ont plus de risques d'être contaminés, c'est ceux qui vivent dans des atmosphères confinées, dans un petit appartement avec beaucoup d'enfants dans une HLM, par exemple. C'est ceux qui sont en contact avec le virus parce qu'ils sont dans les transports en commun et ils sont pleins. C'est troisièmement dans les supermarchés, les vendeurs, surtout quand il n'y avait pas le plexiglas et qu'ils n'avaient pas de masque. C'est le personnel soignant qui, au début, n'avait pas de précaution. Et là, dans le personnel soignant, il y a beaucoup moins de médecins, d'infirmières, de techniciens qui l'ont parce qu'enfin, on a reçu des masques, des surblouses, etc. Ce qui est un peu triste, c'est que c'est le privé, LVMH Vuitton, c'est L'Oréal qui nous a livré beaucoup de solutions. Bon, c'est un peu triste quand on aime l'institution publique, mais voilà, c'est comme ça. Peut-être qu'il faudra y réfléchir et régler des comptes ou pas, je vais dire, à distance. Alors, ensuite, est-ce que en cas de contamination, pourrait-il y avoir une interférence entre le cerf-delga ou autre traitement actuel et les médicaments donnés lors d'une hospitalisation? Alors tout à fait, parce que lors d'une contamination et quand on doit traiter, tous les Covid ne sont pas traités. Mon fils a eu le Covid, une forme assez bénigne avec l'anosmie, n'arrivait pas à sentir les odeurs. Une agueusie n'arrive pas à avoir du goût. Et vous savez que les odeurs, ça va avec le goût. Et il a fait une forme pas grave du tout. Il voulait d'ailleurs aller travailler au bout de 6 jours, sauf que le virus, il reste quand même 7 jours et puis 14 jours avec moins de contagiosité et jusqu'à 21 jours à peu près. Donc en général, on va travailler quand on a attrapé le virus, quand on est personnel soignant. Au départ, on nous a mis au turbin à J7 et puis maintenant à J14 et si on est immunodéprimé à J23. Donc, quand on a le virus, parfois on n'a pas de traitement parce qu'on a des formes pas graves du tout. Si on a des traitements, vous savez la polémique, on va pervenir, il y a le plaquenil, il y a l'azithromycine et il y a aussi d'autres traitements et certains peuvent interférer avec le cerf-delga et en particulier sur ce fameux intervalle QT, par exemple pour le plaquenil et puis pour certains autres médicaments, l'azithromycine, sur l'intervalle QT qui peut augmenter en fait cet intervalle et donner des troubles de conduction avec le cœur qui bat un peu plus lentement et des troubles du rythme. Mais dans les recommandations d'un traitement par cerf-delga,
on arrête le Serdelga quand on doit recevoir un traitement court. Et en général, c'est des traitements courts, ce n'est pas des traitements très prolongés. Donc, la plupart des patients actuellement qui sont sous Serdelga, ils sont stabilisés depuis plusieurs années, puisqu'en France, la plupart des patients qu'on a mis sous Serdelga ne sont pas des patients naïfs de traitement, qui n'avaient pas eu d'enzymes et qui tout d'un coup ont du Serdelga. Il y en a très peu, il y en a peu. C'est plutôt des patients qui étaient stabilisés et qu'on a mis sous Serdelga. Et donc, arrêter ce traitement par Serdelga pour pas qu'il y ait d'interférences médicamenteuses et de complications cardiaques, eh bien, c'est ce qu'on fait quand on a une infection pour pas qu'il y ait d'interférences. Donc ça pose pas de problème. Et c'est pas parce qu'on arrête pendant 15 jours, 3 semaines un traitement dans la maladie Gaucher qu'il va y avoir tout d'un coup un rebond. Hein, je veux dire, dans cette maladie, ça a mis du temps pour s'accumuler. Et souvent, c'est là depuis la naissance. Et les premiers symptômes peuvent arriver tôt dans les formes graves et plus tard dans les formes plus sévères. Donc, si ça arrive plus tard alors que c'est là depuis la naissance, ça veut dire que l'accumulation du composé qu'on n'arrive pas à dégrader s'est fait très progressivement. Et donc, c'est pareil pour le traitement. Quand le traitement était là, il a ce qu'on appelle, on a un terme qui s'appelle débulké en anglais, ça veut dire qu'il a carrément éliminé toute la substance en plus. Eh bien, quand on est traité depuis plusieurs années, la substance, elle est presque complètement partie. Bon, il y a toujours du renouvellement, mais le gros est parti. Et il faudra encore attendre plusieurs mois, ou en tout cas plusieurs années, pour avoir à nouveau une grosse rate, des atteintes osseuses, etc. Les premiers signes, en général, qui surviennent quand on arrête le traitement, c'est rarement avant un mois, c'est souvent au bout de 6 mois, c'est l'asthénie en premier, la fatigue, c'est parfois des saignements de nez et une infiltration osseuse qui apparaît, mais c'est rare, par exemple, quand on arrête le traitement et qu'on est traité depuis 10 ans et d'arrêter pendant moins d'un an, d'avoir une rechute de la maladie. Chez les femmes enceintes qui veulent, par exemple, stopper le traitement enzymothérapie ou même Eliglusta, et parce qu'elles n'ont pas envie de l'avoir pendant la grossesse. Eliglusta, c'est contre-indiqué, mais les enzymes, on peut donner pendant la grossesse. Mais il y a des femmes qui se sentent bien, qui sont traitées depuis des années et qui se disent, ma foi, je fais une petite pause. Ben, on s'aperçoit qu'il ne se passe pas grand-chose au bout de 6 mois d'arrêt, par exemple. La première chose, c'est qu'il y a un peu d'ostéoporose qui peut réapparaître. Donc, quand on est traité depuis longtemps, arrêter le traitement pendant quelques semaines ou quelques mois, ça ne met pas en jeu le pronostic ou fonctionnel et encore moins vital. Alors ensuite, en cas de coronavirus, oui, donc c'est bien, c'est parfait. Est-ce que les patients gauchers ont eu le Covid-19? J'ai une patiente à la Pitié-Salpêtrière qui a eu le Covid-19. Je ne sais pas si elle est ici. Et il faut que je regarde, mais après, non, il y en a même 2 qui ont eu le Covid-19 à ma connaissance, donc sauf si vous me signalez que vous en avez eu. Et à ma connaissance, il n'y a pas eu de complications. Il faut que je vérifie pour la patiente de la Pitié-Salpêtrière. Est-ce qu'ils avaient les mêmes symptômes que ceux diffusés par le gouvernement? Oui. Est-ce que le Cérésame sera toujours disponible? Rupture à cause des échanges aériens perturbés. Pour l'instant, je n'ai pas de signaux actuellement des industriels. En tout cas, je me fais que leur, je véhicule leur information. Hein. Je ne suis pas dans les usines où on fabrique, mais a priori, ils sont quand même assez fiables. Autrement, quelle solution pour la prise de traitement? Alors, Zaveska, non, on ne reprendra pas de Zaveska. Le Zaveska entraînait trop d'effets secondaires, une perte de poids dans plus de 60% des cas, des tremblements, fin des extrémités et de la diarrhée. Donc, actuellement, je pense qu'il y a 1 ou 2 patients peut-être traités par Zaveska en France, mais il y a très, très peu de patients et on ne reprendra pas de Zaveska. Pourrions-nous espacer les perfusions à 1 mois si apparaissent toutes ces difficultés? Alors, il y a des publications qui montrent qu'on peut, chez les patients stabilisés depuis longtemps, espacer les perfusions toutes les 3 semaines. Et il y a beaucoup de patients qui ont des perfusions toutes les 3 semaines. On peut transitoirement faire tous les mois, mais il y a des publications et dans notre expérience, tous les mois, il y a des petits signes qui réapparaissent et on n'est pas aussi efficace. Et en particulier sur le nouveau marqueur qui s'appelle l'isosphaingosine, on voit que ça remonte. Donc, en fait, il n'y a pas de dégradation aussi importante du substrat quand on est tous les mois. Donc, tous les mois, moi, j'évite. C'est toutes les 3 semaines. Après, dans une période comme ça, pourquoi pas? Mais a priori, là, on va revenir à une vie, je l'espère, normale en termes de disponibilité du traitement et en termes d'accueil pour vous dans les hôpitaux de jour et dans les hospitalisations à domicile. Alors ensuite, manque de soleil, faut-il augmenter la vitamine D? Trop de temps passé devant les écrans.
Alors, la vitamine D, il faut savoir qu'à peu près 80% de la population est carencée en vitamine D, qu'on soit malade, pas malade. C'est quelque chose de très fréquent. Euh, il y avait beaucoup de carences qui sont liées à la couche d'ozone, puisque les rayons ne passaient pas par la couche d'ozone. Donc, espérons que là, avec moins d'avions, eh bien, le soleil, on a vu les cieux se dégager de façon merveilleuse parfois parce qu'il y avait moins de pollution liée à la diminution des vols aériens. Quoi qu'il en soit, dans la maladie de Gaucher, c'est une bonne question. Il ne faut pas avoir un os pathologique. Donc, il faut plus que tout un chacun avoir un bon taux de vitamine D. Et donc, la vitamine D, soit on se met au soleil, soit si on n'a pas pu se mettre au soleil, c'est pas compliqué, il faut prendre de la vitamine D. Et donc, moi, la plupart des patients que je suis, ils ont de l'UV-dose tous les 2 mois ou du Zima-D. Et c'est facile à prendre. Ce sont des ampoules. Il faut avoir un taux supérieur à 30. D'accord. Donc ça, c'est très simple. Il faut faire la prise de sang. Alors parfois, je vois que je suis mal comprise, probablement parce que je m'exprime mal. Et je fais une ordonnance que je date de 6 mois. Et puis après, le patient dit, mais non, mais vous me l'avez donné que pour 6 mois, transitoirement. Et moi, j'avoue que dans la maladie de Gaucher, j'aime bien avoir un traitement au long cours pour avoir des taux en permanence au-dessus de 30 pour éviter de courir après un taux bas. Donc, il faut faire des ordonnances qui durent 1 an. Puis après, vous la faites renouveler. Et si le médecin n'est pas disponible, ça peut être le médecin traitant, hein, tout à fait. Nadia, alors, oui, je peux t'interrompre. Oui. Lors de la dernière journée du CETG patient qu'on avait eu, il y avait une intervention sur la vitamine D, justement, Oui. hein, sur l'os et la vitamine D, qui était intéressante et qui, la personne, excuse-moi, j'ai mangé son nom. Rosemary Madame Rosemary Xavier. Oui, indiquait que pour elle, plutôt que de donner des bolus, elle était plus à favoriser des prises quotidiennes. Alors, de vitamine D. Moi, je prends de la vitamine D. Et franchement, prendre tous les jours de la vitamine D, je pense que j'oublierais. Et je trouve qu'en termes de compliance, c'est compliqué. Et on en revient un peu. Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'il faut essayer d'avoir des taux permanents, mais dans mon expérience, avoir une ampoule tous les 2 mois de Zima-D ou d'UV-dose, je vois que j'arrive à des taux qui sont assez stables. Voilà. Et dans mon expérience, donner tous les jours de la vitamine D à un adulte, j'y arrive pas trop. Il y a quelques patients qui arrivent et moi, j'ai un petit peu je vois qu'il y a moins de compliance. Donc, en tout cas, en ce qui me concerne, il n'y a pas assez de publications pour étayer cela. C'est comme le calcium alimentaire. On préfère le calcium alimentaire. Donc plutôt que de prendre du casside D3. Et le casside D3, d'ailleurs, ils ont augmenté leur dosage, mais pendant des années, on donnait du casside D3 et on s'apercevait que quand on faisait des dosages, on n'était jamais à des taux normaux. Moi, j'ai arrêté d'en donner. Je dis de prendre des amandes, de l'eau départ, d'aller dans les boutiques bio pour voir là où il y a du calcium, du fromage à pâte dure, comme du gruyère, de la gouda. Et ça, en général, ça suffit pour avoir du bon calcium. Et il y a eu de nombreuses publications à un moment donné. On disait que le calcium en comprimé pouvait se mettre sur les artères, sur les coronaires. Donc, gardons-le en tête, mais ce n'est même pas prouvé de façon définitive. Vous pouvez voir à l'occasion de ce Covid que la médecine, ce n'est pas une science exacte, que les choses changent, que les choses parfois vraies deviennent non vraies quand on fait d'autres essais thérapeutiques. Et donc, il faut beaucoup de publications, beaucoup d'expériences, beaucoup de double aveugle, comme on dit, avoir une population avec traitement, sans traitement, et en avoir suffisamment pour pouvoir avoir des conclusions. Le problème, c'est que là, avec le coronavirus, il y avait des vies qui partaient. Donc, c'est difficile d'organiser des essais thérapeutiques avec des patients qui n'ont pas de traitement quand on a ce genre de maladie qui va très vite. Mais voilà, pour le calcium, moi, je reste avec du calcium alimentaire. Pardon, excusez-moi. Je reste avec du calcium alimentaire et pas de comprimé et de l'UV-dose du Zima-D. Après, si des personnes avec leur médecin traitant peuvent avoir des gouttes et sont capables de prendre des gouttes tous les jours, pourquoi pas chez les enfants, mais ça ne dure pas longtemps. Chez les nourrissons, c'est ce qu'on donne souvent. Alors ensuite, manque de soleil. Okay. Reprise de travail le 11 mai. En étant infirmière, malade Gaucher. Infirmière, au moins, elle sera bien protégée.
Donc, ça ne me pose pas de problème. Moi, je trouve qu'à l'hôpital, maintenant, on est vraiment bien protégé. Donc, si elle est sûre d'avoir une protection, ben, il y aura les masques. Quand elle va s'approcher d'un patient de façon proche et avec une suspicion de Covid, et on est tous potentiellement suspicion de Covid, ben, il faut voir un masque chirurgical et un masque FFP2. Hein, les masques chirurgicaux, c'est les masques tout simples, comme ça. D'accord, hein, vous savez qu'il faut bien les mettre. Il faut les mettre comme ça. Vous avez tous vu. Et surtout, ne faites pas ça. Hein. Ne faites jamais ça. Ça c'est vraiment nul de faire ça. D'accord. On en voit plein dans la rue. On les voit comme ça, et avec des gants, toucher à tout, et après se toucher la tête. Non, c'est tout faux. Et donc, vous pouvez tout à fait ça. Il peut tenir sur une oreille si vous devez manger, si vous devez... D'accord. Alors, donc, infirmière, non, je pense qu'elle peut reprendre le travail. Mais il faut, pareil, il faut qu'elle soit sûre d'être... si elle n'a pas de facteur d'immunodépression, après, je dirais, s'il y a une splénectomie, s'il y a des facteurs de type hypertension, diabète, je dirais que peut-être dans les 15 premiers jours, voir un peu ce qui se passe sur le lieu de travail, sur le transport. Et donc, un gaucher sans splénectomie, sans facteur de risque, oui. Si c'est une maladie de Gaucher avec une splénectomie, avec une surcharge pondérale, avec une hypertension, avec du diabète, moi, je serais prudente et je ferais un certificat. Vous voyez, comme ça peut être au cas par cas, ça dépend. C'est une médecine qu'on appelle individuelle, hein, médecine individuelle, individualisation de la médecine. Il faut savoir qu'il y a peu de patients qui n'ont quand même pas de facteur de risque, qui sont des femmes, donc là on parle d'une infirmière, et qui sont minces et qui attrapent des formes graves de Covid. Ensuite, quand pourra-t-on faire un bilan Gaucher? Malade de Gaucher, est-il conseillé de repousser la reprise de notre travail? Alors, le bilan Gaucher, si là, il y en a beaucoup qui ont été retardés, il n'y a aucune urgence d'un patient qui va bien de faire un bilan Gaucher. On se demande même si les patients stabilisés, on ne fait peut-être pas parfois trop d'examens, trop d'IRM, parce qu'en fait, les IRM, au bout de 5 ans de traitement, elles restent complètement stables. Alors, comme c'est une maladie rare, comme il peut y avoir parfois des complications osseuses à minima, et qu'on ne connaît pas tout encore malgré 20 ans de traitement sur cette maladie, on aime connaître l'histoire naturelle de la maladie, et je pense qu'un patient, il serait mécontent si on ne lui faisait pas d'IRM pendant 7 ans et qu'après on découvre quelque chose, il dirait, mais attendez, vous me suivez, vous avez diminué la fréquence des IRM et puis finalement j'ai quelque chose. Donc ça, c'est individuel. Donc on va reconvoquer les patients pour faire des bilans. Hein, mais il n'y a pas d'urgence. Et je ne vous cache pas qu'avec Samira, pour les patients qui me concernent, je vais remettre au-dessus de la pile ceux pour lesquels je trouve qu'ils sont un peu plus vulnérables, qui ont eu peut-être des arrêts de traitement ou qui se sont, comment dirais-je, ou dont l'intervalle est très important et que ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus pour le bilan de la maladie de Gaucher. Ensuite, excusez-moi, je ouvre à nouveau. Est-il conseillé de repousser la reprise de notre travail? Comme je vous l'ai dit, c'est au cas par cas. Si vous travaillez dans un grand bureau, que vous êtes tout seul, que vous avez des masques, que vous avez du gel et que vous allez dans votre voiture, vous pouvez aller travailler. Si vous êtes dans un open space où on vous a dit qu'on allait mettre la distance de sécurité, que vous arrivez, qu'il n'y a pas la distance, qu'il n'y a pas de masque, que vous prenez le tram et qu'il y a plein de monde, moi, en tout cas, en ce qui me concerne, je fais un certificat pour pas qu'il y ait de reprise du travail ou pour qu'il y ait du télétravail. Ouais. Parce que les patients qui ont la maladie de Gaucher ont quand même la maladie de Gaucher par rapport à ceux qui ont rien. Donc, imaginez par exemple un patient qui attrape le Covid et qui a une forme un peu grave et que même s'il va bien, il est en réa, puis qu'on le retourne et que la prothèse de hanche se débloque ou que sur un os fragilisé, même si c'est là depuis longtemps, il fasse une petite fracture. Voilà. Ou si on lui donne un traitement que les plaquettes sont bien, mais sont jamais revenues complètement à la normale parce qu'il y a des grosses rates où les plaquettes, elles sont toujours, et qu'à l'occasion d'un traitement qui entraîne une baisse de plaquettes, ça fait double peine. Voilà. Donc, il faut quand même garder en tête qu'il y a quand même une maladie et que si vraiment les conditions ne sont pas réunies, il ne faut pas aller travailler. Ensuite, quand pourra-t-on? Ok. Je suis aide à domicile et assistante technique dans une cantine scolaire. Après le 11 mai, je devrais reprendre mon travail. Pourrais-je travailler sans anxiété pour ma santé?
Je voudrais signaler que j'ai eu des contraintes, voire refus pour effectuer les examens de contrôle, prise de sang. Alors, il faut savoir que moi, j'habite au-dessus d'un laboratoire de biologie. Il y a un monde fou, mais le laborantin, le biologiste, il est extraordinaire. C'est 2 mètres de sécurité dehors et c'est une personne à la fois qui rentre pour se faire les prises de sang. Donc, pareil, il n'y a aucune raison de ne pas faire sa prise de sang si on a un laboratoire près de chez soi et que le laboratoire respecte les mesures barrières. Donc, il n'y a pas à repousser. Alors, après, dans la période initiale, où on ne savait pas ce qui se passait, où moi j'ai vu des pharmaciens sans masque, avec juste du plastique, sans plexiglas, etc., c'était normal qu'on refuse. Nous, on a fait presque, on arrête tout, quoi. On reste chez soi et on voit ce qui se passe et on essaye de ne pas partir en réanimation. Mais là, actuellement, normalement, ils ont été livrés en matériel. Alors que l'on suggère un suivi médical. Oui, c'est vrai que actuellement, pendant les semaines qui se sont passées là, on a voulu un peu arrêter les examens parce qu'on s'est dit plus les patients croiseront de personnel de santé, iront sur les lieux, les laboratoires, les services de radiologie, y compris en ville, et plus on multiplie le risque d'attraper le virus. Et voilà, il ne faut pas en vouloir aux médecins qu'on dit pour l'instant on arrête, mais vous avez entendu sur les ondes, actuellement tous les médecins vous disent reprenez votre suivi, etc. Alors moi, c'est vrai que je suis un petit peu étonnée parce que j'entends ça sur les ondes et j'ai des patients qui me disent mais là, mon médecin, il ne veut pas me consulter ou il m'a donné un rendez-vous tard. Alors peut-être que lui-même, il n'a pas encore suffisamment de matériel pour protéger ses patients. On suggère, j'habite près de Alpes de Haute-Provence, d'accord. Alors, pour moi, ce que la cantine scolaire, aide à domicile et assistante technique dans une cantine scolaire, c'est quand même un risque. Hein. Moi, oui, tout ce qui est, moi, près des enfants, avec beaucoup de personnes où on n'est pas sûr que les mesures, voilà, aide à domicile, sauf si dans la cantine scolaire, pareil, vous avez des masques, vous pouvez vous laver les mains, vous êtes sûr qu'il n'y a pas un enfant qui va vous enlever le masque, etc. Donc ça va dépendre localement, le directeur de l'école, comment il a prévu cela. Donc il faut voir, et puis si vous pensez que vous n'êtes pas en sécurité avec tout ce qu'on annonce, je pense qu'il ne faut pas retourner au travail. Moi, j'ai une directrice qui a une polyarthrite rhumatoïde. Elle est directrice d'école. Elle a fait que du distanciel jusqu'à présent. Elle est en plus sous Humira, qui est un traitement un peu immunosuppresseur. Et je lui ai fait un certificat pour ne pas retourner à l'école. Surtout pour un mois. Enfin, je veux dire, là, il ne reste pas grand-chose. Hein. Donc, pourquoi aller prendre des risques? Surtout, là, ils veulent vraiment faire garder les enfants en bas âge pour qu'il y ait une reprise économique. Donc, il ne faut pas non plus prendre de risques pour une reprise économique, en tout cas pas les gens qui sont les plus vulnérables. Traitement et suivi patient dans le contexte actuel de pandémie. Donc, je vous ai dit, traitement, là, vous devez maintenant progressivement reprendre votre traitement. Si vous êtes assuré que sur vos lieux de soins, les mesures barrières sont adoptées. Le suivi doit reprendre également, mais ne vous étonnez pas s'il y a un délai parce qu'on ne pourra pas reprendre tout le monde en même temps pour le suivi. Peut-on reprendre le travail après le déconfinement ou doit-on privilégier le télétravail? Le télétravail plus. Si vous pouvez le faire, il faut le privilégier. Risque de pénurie du traitement, on en a parlé. Continuité des suivis médicaux. Risque de contamination corona par rapport aux autres personnes de la population. C'est pareil pour tout le monde. Il en reste 2. Alors, problème de douleurs osseuses et articulaires, surtout la nuit, douleurs très violentes dans les os, le talon droit en particulier, gaucher, arthrose ou spondylarthrite, quelles analyses avec quels marqueurs? Alors, c'est la clinique qui va dire. Vraiment, il faut peut-être aller voir un rhumatologue qui saura dire si c'est lié à la maladie de gaucher ou si c'est lié à une spondylarthrite. La spondylarthrite, ça fait mal dans les talons, ça fait mal le matin au réveil et au cours de la journée, ça va mieux. Les douleurs d'infarctus osseux sont très importantes, mais parfois il y a des petits infarctus osseux qui font mal dans les jambes de façon très chronique et très sourde. Et en tout cas, une IRM peut vous dire si c'est lié à la maladie de Gaucher avec des choses récentes, des choses anciennes, ou si c'est lié à une autre maladie. Mais vraiment, pour bien comprendre une douleur osseuse,
c'est l'examen clinique et l'interrogatoire. Et je pense qu'il faudrait que chaque patient qui a une maladie de Gaucher puisse aller consulter un rhumatologue parce qu'un hématologue ne peut peut-être pas bien les analyser, un gastro-entérologue, un pédiatre. Donc, ça dépend un petit peu aussi de la connaissance de votre médecin. Mais normalement, on doit pouvoir faire la différence, c'est obligatoire. Les marqueurs, il y a actuellement plusieurs marqueurs dans la maladie de Gaucher. Vous avez l'enzyme de conversion, vous avez la ferritine, la kétotriiosidase et le meilleur marqueur, alors dites-le à votre médecin. S'ils ne savent pas où envoyer les tubes, c'est à Lyon. Dites-leur d'appeler Samira. On sait sur quel tube envoyer, on sait l'adresse, on connaît toutes les modalités d'acheminement. C'est dans le service de Roselyne Froissart et Magali Petazzoni et ça s'appelle le lysosphaingosine. Et en fait, c'est ce qui vous reste de substances non dégradées. Donc, s'il en reste beaucoup, c'est peut-être que le traitement est moins efficace ou s'il en reste vraiment peu, ça veut dire qu'on est stabilisé. Et puis après, il y a des formes un peu plus graves où on n'arrive jamais à normaliser complètement et ça dépend aussi du génotype. Donc, on a suffisamment de marqueurs dans la maladie de Gaucher pour savoir où on en est. On a la clinique, les douleurs, le volume du foie, le volume de la rate. C'est pour ça qu'on fait des échographies ou des IRM. Et ensuite, on a tous ces marqueurs biologiques. Et on a la numération formule sanguine, les plaquettes, les globules blancs, et on a tous ces marqueurs. Donc vraiment, par rapport à d'autres maladies lysosomales, c'est assez facile de suivre un patient et de voir s'il s'aggrave, s'il s'améliore et si le traitement est efficace. Et en général, on fait ces marqueurs 1 ou 2 fois par an. Si on est en poussée, il vaut mieux en faire 2 fois par an pour voir un peu où on en est. D'accord ? Alors, lors d'une consultation récente, j'ai été à nouveau prélevée pour génotypage. Consultation médecine interne. Alors, le génotypage dans la maladie de Gaucher, en général, ça nous sert plus pour voir si c'est une forme un peu plus sévère, surtout pour voir chez les jeunes enfants, chez les ados, si c'est un type 3. Et en fait, dans notre quotidien, on n'en a pas vraiment besoin, mais pour la recherche et pour savoir si quand on a tel génotype, on va avoir plutôt une forme osseuse, une forme avec une grosse rate, une forme qui va se compliquer, eh bien, on a besoin d'avoir le génotypage. Il y a des génotypages qui ont été faits il y a plusieurs années, qui restent dans les laboratoires, mais qui ne sont pas exploités parce qu'à l'époque, on ne demandait pas l'autorisation des patients. Or, on travaille sur l'ADN et il est complètement exclu de travailler sur l'ADN d'un patient sans lui demander l'autorisation. Donc, ils sont obligés soit de vous demander l'autorisation, soit plutôt actuellement, puisqu'il y a des techniques nouvelles, de génétique qui sont beaucoup plus pointues, de délaisser ce prélèvement et de refaire un nouveau génotypage. D'accord ? Et de même, il y a des patients où on sait la mutation venant de la mère, par exemple, mais celle du père, puisqu'il y a 400 mutations, ben, elle n'a pas pu être détectée, par exemple. Et donc, avec les nouvelles techniques, on peut arriver. Donc, il y a des patients où on redemande un génotypage parce qu'on savait que c'était, par exemple, M370S, bar, et l'autre, on ne savait pas. Les techniques n'arrivaient pas à le savoir. Donc, c'est pour ça qu'actuellement, on peut vous redemander le génotypage. Alors, vous pouvez vous dire, d'accord, on me l'a demandé, mais je demande le résultat, je ne l'ai pas. Donc, c'est vrai que c'est très long, parce que c'est des techniques très longues. Et surtout, il n'y a pas beaucoup de personnel, parfois, pour faire ce travail. Donc, ils groupent. Et c'est que quand ils ont vraiment beaucoup de prélèvements, pour ne pas gâcher les kits de détection, ben, ils font un tir groupé. Et donc, parfois, ça peut aller jusqu'à 1 an et jusqu'à 2 ans. C'est un peu comme vous voyez les techniques PCR ou les sérologies. Il faut les valider, il faut les certifier, il faut avoir des bornes du plus, du moins. Et ensuite, il faut voir si on a suffisamment de techniciens, de matériel, de kits qui sont coûteux. Donc, ce n'est pas si facile que ça. Je m'étonne du fait de la banque de prélèvements établie à Bordeaux. Ah oui, Gaucher, qu'on me demande de valider encore des formulaires de consentement. Ouais. Je n'ai pas eu le fameux 10 des interactions du CERDELCA. Donc, normalement, on doit vous donner, on est obligé de signer beaucoup de choses actuellement. Parce qu'en fait, si on veut faire une étude avec vos prélèvements, eh bien, il faut un consentement. Et parfois, quand on fait une autre étude sur des prélèvements qu'on vous a donnés, il faut un autre consentement.
Alors, vous pouvez dire, je fais un consentement pour tout. Non, parce que vous pouvez ne pas avoir envie qu'on fasse telle étude, par exemple. Donc, il y a différents niveaux de consentement en fonction de ce qu'on veut faire. D'accord? C'est pas complètement simple. Moi, par exemple, j'ai participé à une recherche où mon fils, j'ai été en contact avec un de mes chefs de clinique, un jeune qui est Covid. Il m'a fait la transmission, j'étais de week-end, et donc j'étais à 50 centimètres. Donc, j'ai été contact. Donc, heureusement, je n'ai pas fait le Covid. Mais on m'a demandé de participer à un protocole de recherche pour savoir si je vais développer des anticorps. Donc, j'ai signé. Après, on m'a demandé, et là, je me suis mis du côté patient, et je me suis dit, franchement, parfois, ils ne nous disent pas tout, c'est pas très clair. Et donc, au début, on me fait signer quelque chose pour des anticorps, pour savoir si j'avais développé des anticorps sur une maladie asymptomatique, par exemple, si je l'avais attrapée sans m'en apercevoir. Et puis, je revois le médecin après, il me dit, il faut signer ça. Et puis là, on me fait signer pour de la génétique. Alors, j'ai dit oui, parce que peut-être qu'il y a des profils génétiques qui vont faire des Covid pas graves, et puis des profils génétiques qui vont faire des Covid graves. Donc, autant garder un peu de sang pour essayer de faire des études là-dessus. Moi, je suis partante. Sauf que je dis, on aurait pu me le dire tout de suite. Ensuite, je demande aux chercheurs, mais bon, moi, ma sérologie, quand même, elle m'intéresse. Un peu comme vous donnez votre sang pour un protocole de recherche, on vous dit peut-être un peu trop vite, et là, il me l'a dit un peu trop vite. Écoutez, dès qu'on a les résultats, on vous les dit. Donc, j'ai dit, je pourrais avoir quand vous aurez la sérologie. Et donc, c'est envoyé à l'Institut Pasteur. Et de fait, ça fait 3 fois que je l'appelle. Il me dit non, parce que le test, on ne sait pas s'il est valide, certifié, etc. Donc, je pense qu'on devrait, même nous-mêmes, mieux expliquer que quand on participe à un protocole de recherche, on signe pour ça ou pas pour ça. Et si on a envie de signer pour tout, pourquoi pas avoir une signature globale. Et enfin, si on nous prend notre sang, comme on a pu vous le prendre, il faut savoir si oui ou non on aura un retour et quand on aura le retour. Voilà. Et si notre retour, parce qu'on a eu le cas avec une patiente qui est là, si le retour il est global ou s'il est individualisé. Parce que souvent, quand on fait de la recherche, après, c'est anonymisé et on poule sur tous les malades. Donc ça, on pourra en reparler peut-être lors d'une... Mais c'est vrai que je pense qu'on peut être maladroit parfois et je pense qu'avec l'association de patients, on peut faire un travail dessus. On me demande de valider encore. Alors, les interactions de Serdelga, le disque, normalement, vous devez l'avoir reçu, mais c'est surtout votre médecin. Mais maintenant, il y a des outils sur Internet qui sont quand même plus agréables que l'espèce de disque, qui est un peu gros, qui ne va pas dans la poche. Quand on en a besoin, on ne trouve pas. Et donc, maintenant, il y a des outils sur Internet d'interférence médicamenteuse. En gros, alors certains sont payants, d'autres pas, mais en gros, vous tapez une molécule, je ne sais pas moi, Serdelga plaquenil. Et là, ils vont vous dire directement, vous faites un clic s'il y a un antagonisme, une augmentation du taux de Serdelga ou du plaquenil. Donc moi, j'avoue, je ne me sers plus trop du disque parce qu'il n'est pas très confortable. Mais ce qui est important, c'est que votre médecin cherche, quand vous avez un nouveau traitement, s'il y a une interférence médicamenteuse. Ça, c'est un peu obligatoire. Je n'ai pas eu de fameux disque. Est-il important de l'avoir? Serdelga, retour ressenti au bout de 2-3 ans. Alors, le Serdelga, écoutez, au départ, on a été assez prudent parce que, en fait, quand le comparateur, qui était l'enzyme, est si efficace, sans effet secondaire, peut se donner avec tous les médicaments de la Terre, peut se donner pendant la grossesse, on n'a pas voulu donner des risques, en tout cas en France, aux patients en donnant un traitement, certes par la bouche, donc plus confortable, mais avec peut-être des effets secondaires. Eh bien, en fait, on a été prudent et je pense qu'on a eu raison parce que les patients étaient le plus souvent stabilisés avec leurs enzymes. Eh bien, le retour, on vous fera peut-être un retour plus détaillé lors d'une conférence spécifique, mais en tout cas, le retour est favorable parce qu'il y a il y a très peu d'effets secondaires. Les principaux effets secondaires, c'est la sécheresse de la peau. Et chez la plupart des patients, les femmes, ça ne leur pose pas de problème parce qu'on se tartine souvent de crème hydratante. Et il y a une ou deux personnes, c'était tellement sec qu'ils ont voulu retourner à leur traitement, mais la plupart, ça ne posait pas de problème. C'est un traitement qui parfois peut donner des nausées, qui a pu parfois donner de la diarrhée. C'est un traitement qu'il faut arrêter au moins 1 mois, mais c'est le minimum. Et moi, je ne le donne jamais chez les femmes qui veulent des enfants. Donc, c'est contre-indiqué pendant la grossesse. C'est contre-indiqué quand on a certains médicaments. Mais le recul sur le plan des effets secondaires, il est assez satisfaisant. Il est satisfaisant. Il n'y a pas d'alerte.
Il n'y a pas de danger jusqu'à présent, mais il faut rester vigilant. Et deuxièmement, sur l'efficacité, eh bien, pour l'instant, il n'y a pas de patients qui ont eu un rebond de leur maladie en changeant, en disant j'ai plus de douleurs osseuses, mes plaquettes ont vraiment beaucoup diminué, etc. Donc, on vous fera un retour, mais l'impression, c'est que la stabilisation persiste sous Serre-Delga. Est-ce que la Ensuite, compliance oui, est plus, Nadia, est-ce que la oui. compliance est plus difficile pour certains? Alors, moi, je trouve que les patients, en gros, ils oublient 1 à 2 fois par mois. Ce qui est pas mal, c'est bien, je trouve. Donc, quand on fait des interrogatoires, ils mettent des alarmes, c'est livré à domicile et c'est tout l'intérêt quand même du traitement. Je pense que le laboratoire a tout intérêt à ce que le traitement soit pris et nous aussi et qu'il soit bien pris parce que c'est un traitement efficace qui reste quand même assez coûteux. Donc, si on le prend 1 jour sur 4 et si on oublie plus de 5 fois par mois, on risque d'être dans l'inefficacité. D'accord. Donc, je trouve que la compliance est assez satisfaisante. On pourrait en parler et avoir des retours. Est-il important de l'avoir, Serre-Delga? On voit de plus en plus de recherches d'optimisation des coûts et de l'État. Bon, c'est un peu compliqué. Je ne crois pas que dans les maladies rares actuellement, on est quand même dans un pays, moi je dirais qu'il y a un problème peut-être d'organisation et de messages qui sont pas très clairs là actuellement, parce que même moi je ne comprends pas ce qu'ils veulent pendant le confinement, les transports, l'école, etc. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire par rapport à d'autres pays, que ce soit l'Angleterre, que ce soit les États-Unis, j'en parle pas, c'est que la disponibilité des traitements, jamais on nous a empêché d'avoir des traitements. Et vous savez que c'est nous qui allons défendre. Oui, c'est nous qui allons défendre les médicaments auprès de l'HAS. Et quand on défend bien et qu'on dit que les patients en ont besoin, c'est important, quoi. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des liens d'intérêt, c'est qu'on connaît les médicaments et qu'on travaille avec les laboratoires pharmaceutiques parce que c'est eux qui ont les molécules, c'est eux qui ont des retours de pharmacovigilance. Et il ne faut pas croire, c'est pas parce qu'on travaille avec les industriels que notre message va changer. Pas du tout. Je veux dire, moi j'ai toujours dit ce que je pense, le pour, le contre, mais il est bon de travailler main dans la main. Et pour ce qui est de la Sécu, pour l'instant, on n'a pas eu jamais, ni sur les doses, ni sur les intervalles. J'ai jamais été empêchée de prescrire ce que je voulais. Franchement, je ne pense pas en France. On a aussi des questions. Oui, oui, bien sûr. Pardon. Oui, j'arrive pas à les lire. Si tu as fini, il y a aussi des Oui. questions, notamment une question sur est-ce que c'est plutôt intéressant de faire un test avant la reprise du travail, notamment Sylvie qui est enseignante et qui j'imagine que c'est un test Covid, oui, savoir si parce qu'en tant qu'enseignante, voilà. Non, parce que vous pouvez être Covid négatif le jour où vous y allez, puis le lendemain être Covid positif. Donc, il faut juste se protéger pour ne pas donner des postillons voilà, non, je pense que non, c'est pas. Et les tests qui étaient de sérologie pour savoir si on a été. Alors, les tests de sérologie actuellement, il faut déjà qu'ils soient tous bien calibrés pour être sûr qu'ils sont bien faits, parce que c'est un nouveau virus, donc il faut tout inventer. Il faut inventer les kits, on a son génome, etc. Donc, à l'Institut Pasteur, c'est pour ça que mon sang, il était à l'Institut Pasteur, pour essayer de voir avec 1000 autres sérums combien sont positifs, négatifs, et ils reproduisent des expériences pour savoir si ça ne change pas. Donc là, on était en face de ça. Ensuite, là, on s'aperçoit qu'on ne sait pas. Normalement, quand vous avez une infection, votre système immunitaire fabrique des anticorps. Ces anticorps, en général, sont neutralisants. C'est-à-dire que si vous avez une autre infection, l'anticorps va se fixer sur le microbe et va le détruire. D'accord ? Actuellement, il y a certains cas, mais c'est anecdotique. Donc, on ne sait pas si c'est parce qu'on observe tout tellement que tout est hypertrophié. On se demande s'il n'y a pas des cas qui refont l'infection. Donc, est-ce que les anticorps, déjà, est-ce qu'ils sont neutralisants? Est-ce qu'ils sont efficaces, premièrement? D'accord? Il y en a qui font de l'hépatite C, qui ne font jamais d'anticorps. Il y en a qui peut-être qui ne font pas beaucoup d'anticorps. Est-ce que ces anticorps seront capables de nous défendre contre une deuxième infection? Et troisièmement, est-ce que ces anticorps vont durer assez longtemps? Et
quatrièmement, est-ce que ces anticorps témoignent qu'on a déjà fait l'infection? Donc là, vous pouvez dire, par exemple, moi, mon fils, il a eu la maladie. Eh bien, à J8, il est allé, mais il commençait à se dire, invincible, moi, je l'ai eu, donc je vais en unité Covid, et puis je vais soigner les malades, je vais faire de la réa. Et bon, je lui ai dit, écoute, quand même, protège-toi. C'est-à-dire que maintenant, ceux qui ont eu le Covid, il faut aussi qu'ils se protègent. Il faut qu'ils se protègent pour deux raisons. Jusqu'à J7, vous avez encore du virus circulant qui peut être infectiogène, donner l'infection chez l'autre. Jusqu'à J14, il est là, mais il est fatigué. Et il peut être encore dans la salive, dans les selles, dans les urines, jusqu'à J31. Mais on pense qu'à J31, le virus, il est un peu anesthésié, fatigué, et voilà, c'est des bouts de virus qui se multiplient pas. D'accord? Et ça, on l'a appris avec la maladie. On l'a appris avec la maladie. Et est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas la maladie, qui ont des anticorps, mais ces anticorps ne vont pas être protecteurs, ils vont la refaire? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas attrapé la maladie, mais qui ont du virus, qui le portent, qui sont super spreaders, ça veut dire qu'ils le diffusent? Et donc, à ce moment-là, s'il touche plein de gens, ils vont leur disséminer alors que lui-même n'est pas malade. Donc, vous voyez un peu la complexité. Hein. Il ne faut pas être manichéen, tout blanc, tout noir, oh, ils ne savent rien, etc. Moi, en fait, ce que j'ai le plus mal vécu dans cette crise, c'est que j'ai vu qu'on manquait d'experts un peu sur cette maladie, d'accord? Et sur le fait que initialement, on n'ait pas eu de protection et surtout sur le fait qu'il y avait beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas et qu'il faut avouer, quand on ne connaît pas, dire on va voir, on va analyser, d'accord? Je suis en conférence, salut, avec les patients et ma collègue. Donc, après, la culture du doute, il faut qu'on se la garde parce que là, c'est quand même, il y en a qui disent une sacrée cochonnerie, ce virus, mais il est très rusé, hein, très, très rusé. Donc, vraiment, la conclusion de ça, c'est protégeons-nous et il ne faut pas qu'il accède parce que dès qu'il accède au corps, il y a encore beaucoup d'inconnus. Donc le test, finalement, ça porte pas vraiment grand-chose sur le moment pour les gens qui reprennent. Enfin, ça donne une indication. Tu veux dire? Alors, qui serait bien, par exemple? La PCR, par exemple. La PCR, c'est le virus, son ARN qu'on va détecter, d'accord, dans la gorge ou dans le nez. Il y a 20% de faux négatifs. Ça veut dire que nous, on a des patients, on est sûr qu'ils ont fait le Covid, ils ont eu une anosmie, ils ont eu un scanner évocateur, et c'est très particulier le scanner du poumon du Covid, et la PCR est négative, parfois 2 fois de suite. Donc, vous voyez que ce n'est pas à 100%. La technique n'est peut-être pas assez fine, ou le virus, peut-être qu'à ce moment-là, il a déjà disparu du nez et il est allé dans la gorge, dans les poumons. Voilà. C'est une hypothèse que je formule comme ça parce que je ne suis pas l'experte du Covid. Mais donc, il faut rester très humble. Et à nouveau, ce que moi j'ai mal vécu, c'est de voir sur les ondes des infectiologues avec des certitudes dire que c'était une grippette, par exemple. Ça, j'ai pas du tout. Je veux dire, quand on est médecin et quand on ne connaît pas, c'est un nouveau virus, on n'a pas d'immunité, on n'a pas de vaccin, on n'a pas de traitement. Donc, aller anticiper à dire que c'est une grippette, alors qu'il y avait toutes les images de Wuhan avec les lanceurs d'alerte et un hôpital qui se construit très vite. Et nous, on regardait ça comme ça en disant, avec l'arrogance, hein, peut-être occidentale, de se dire, ça ne va pas nous arriver. Puis après, il y a eu l'Italie, qui est quand même tout près. Il suffit de voyager en avion et de voir que des Paris-Milan, il y en a tout le temps, EasyJet, etc. Enfin, j'ai trouvé que c'était un petit peu... on a pris du retard, en fait. Hein. Et moi-même, sur mon lieu de travail, j'étais en conflit avec certaines personnes parce que j'ai réclamé beaucoup de masques. Mais c'est vrai que c'était difficile parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, donc on disait de les réserver pour vraiment ceux qui étaient très malades. Donc, la première période de l'infection était très, très compliquée et a même mis en tension une partie un peu du corps médical, mais c'est pour la science. Et moi, ce que j'apprécie maintenant, c'est ceux qui se disent « oui, je me suis trompée. Je me suis trompée, je ne savais pas que ça serait aussi important. » C'est un petit peu comme avec la crise de la canicule. Hein. C'était assez catastrophique de voir qu'aux urgences, il y avait des personnes âgées lyophilisées sous leur toit du 18e, dans leur petit appartement mourir, et de voir les morgues s'entasser avec, ils n'avaient plus de place,
et de voir le gouvernement dire il ne se passe rien, quoi. Et donc, en fait, je pense que la leçon pour moi de tout ça, c'est qu'il faut absolument, et là, je crois qu'il faut qu'on soit proactif, que les chercheurs, ceux qui sont dans les labos, qui font de la recherche, les gouvernants, ils se tournent vers les soignants. Parce que nous, on est en première ligne et on peut voir ce qui se passe. Et en plus, bon, les soignants, ils ont quand même aussi de l'empathie et ils voient si les infirmières sont malades, la gravité. Donc, établir des ponts entre les scientifiques, les épidémiologistes, les chercheurs et les politiques et ne pas avoir des voies parallèles qui ne se rencontrent pas, c'est un peu la solution, mais je crois que c'est le monde actuel, hein, avec des silos. Et puis, voilà, après, c'est le monde qui doit changer un peu. Donc, voilà, c'est compliqué, c'est compliqué. Et puis après, si on pouvait faire, pour moi, la sérologie, par exemple, si on me la faisait, si elle était positive, par exemple, c'est-à-dire que j'avais fait une forme, c'est vrai que je serais rassurée, mais finalement, il faut quand même que je me protège. Parce que si j'avais encore du virus circulant, alors pas au bout de 2 mois, mais à 31, je n'ai pas envie de le passer. Après, si je suis au bout de 2 mois et que je l'ai fait, est-ce que vraiment mes anticorps, ils vont vraiment me protéger pour ne pas l'avoir? Mais au moins, je suis sûre que au bout de 2 mois, je pense, hein, sûr encore, je ne vais pas le diffuser. Mais au départ, on pensait qu'au bout de 7 jours, on n'avait plus de virus. Et les Chinois ont montré qu'il y en avait dans les selles jusqu'à J31. Une autre question à propos de la stéatose hépatique, est-ce que c'est un facteur de risque ou de, on va dire, de co-complication? Je ne sais pas. Je dirais que la stéatose hépatique, c'est un peu le témoin parfois de ce qu'on appelle le syndrome métabolique, c'est-à-dire avec un peu de graisse abdominale. Et dès qu'on a de la graisse abdominale et de la stéatose, c'est qu'on a ce qu'on appelle une insulinorésistance. Et c'est que souvent qu'on a un petit prédiabète et qu'on a surtout une surcharge pondérale. Donc, je ne pense pas qu'il y ait d'études scientifiques actuellement qui le disent. Et c'est complètement présomptif, ce que je veux dire. Mais il faut attendre des études. Mais là, vraiment, ce qui ressort, là, je ne sais pas si vous avez vu dans les unités de réa, il y a beaucoup de patients qui sont en surcharge pondérale. Hein. Et donc, ils sont tous forcément en stéatose hépatique. Parce que quand on a de la graisse abdominale, on a le plus souvent toujours un peu de graisse dans le foie, plus ou moins. Une dernière peut-être question concernant les enfants, le retour en crèche ou à l'école, est-ce que ça augmente le risque de contagion pour la personne malade? Ouais, moi je pense que oui. Je pense que oui. Voilà, je pense que oui. Vous savez qu'on change presque toutes les semaines de savoir s'ils sont contagieux, pas contagieux. Au départ, on disait qu'ils étaient très contagieux. Après, on disait qu'ils n'étaient pas contagieux. Moi, je vois des enfants jouer dans la cour de mon immeuble. Ils touchent à tout, ce qui est bien normal. Ils jouent avec des ballons, ils s'envoient, ils traversent, ils se grattent le nez, puis après, ils touchent par terre. Je pense que c'est illusoire pour moi, hein, de faire porter des masques à des enfants en bas âge. C'est aussi assez traumatisant. Donc, je pense que les sujets qui doivent aller en crèche, des personnes malades qui doivent aller en crèche, pour moi, il ne faut pas. C'est un facteur de risque, en tout cas. Après, vous êtes malade, vous ne travaillez pas en crèche, vous travaillez en télétravail ou vous allez dans une structure où tout est bien organisé et vous mettez votre enfant à la crèche ou à l'école maternelle et il revient, moi je pense qu'il peut l'avoir et le passer, quoi. Donc moi quand j'ai un patient qui a une mucopolysaccharidose, sa maman travaille dans la petite enfance avec plein de voilà, elle va et donc moi je lui ai fait un certificat pour pas qu'elle aille travailler parce que son enfant, il a un petit poumon comme ça. Enfin, s'il attrape le Covid, il est handicapé. Enfin, non, je veux dire pour quelques semaines de crèche je ne ferai pas prendre de risques. Voilà. Alors là, pour l'instant, en direct, pas d'autres questions. Je ne sais pas si quelqu'un veut en rajouter une. On leur laisse une minute ou deux pour taper éventuellement une question. Ah, voilà. Alors, pour les traitements à domicile, pour le prestataire de service, est-ce qu'il doit rajouter une surblouse
Alors, j'imagine que c'est uniquement pour les livraisons, pas pour faire l'enzyme. Est-ce qu'on peut préciser? Oui, Alors, il y a Frédéric. plusieurs. On va essayer de. Donc, la personne qui fait l'injection, elle doit porter une surblouse. D'accord. La personne qui doit avoir la charlotte, la surblouse et prendre toutes les précautions et le masque. La personne qui vous apporte le matériel, ça dépend. Si vous l'apporte près de chez vous à l'entrée et vous n'allez pas le toucher, le côtoyer, il faut qu'il ait un masque. Il n'est pas obligé de rentrer chez vous. Il peut le déposer à l'entrée, comme les courses, quand on se fait livrer, etc. Et il n'y a pas besoin de mettre de surblouse. Oui. La surblouse, c'est vraiment la personne qui est très proche de vous. Et si vraiment il y a un contact très, très rapproché avec la gorge, je ne sais pas, il faut. Moi, par exemple, j'examine des patients qui ont le Covid, là, ou qui l'ont eu. Bah, si je leur demande pour l'auscultation pulmonaire de bien respirer, bah, je leur dis tournez la tête à droite, respirez fort. Et je dis aux externes de se mettre de côté. Et puis, on a nos masques, d'accord. Donc, non, si c'est le livreur, etc., il a pas. La surblouse, c'est vraiment pour le soin rapproché. Hein. Alors oui, en fait, dans la presse, ça, du coup, ça a été Oui. un peu plus confirmé, enfin précisé. C'est que son infirmière, en fait, n'avait pas de surblouse, et donc la question était de savoir est-ce que le prestataire de service doit fournir la surblouse. Je pense que c'est ça. Bah, peut-être, oui. Ouais. Mais sa surblouse, il faut pareil. Hein. Si elle prend sa surblouse et qu'elle la met en boule dans son sac et qu'elle la réutilise après, voilà, il faut quand même vous assurer. Il faut demander. On a organisé ça avec une personne. Il faut vraiment s'assurer que la surblouse est à usage unique. Voilà, il faut vraiment. Donc, on peut demander au prestataire de fournir la surblouse pour Écoute, l'infirmière. je vais voir. Je ne sais pas, Delphine. Je ne sais pas, mais pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas? C'est vrai qu'on a été en grosse, grosse pénurie de surblouses. À un moment, c'était catastrophique. Et heureusement, Louis Vuitton nous a livré des surblouses avec certes des manches qui arrivaient là, euh, mais bon, on les a utilisées. Et on nous a même demandé à l'hôpital. Donc, je pense que là, il y aura des comptes qui vont devoir être expliqués quand même, réglés. On nous a même demandé que les surblouses jetables, on les lave. Elles soient lavées et réutilisées. On a une dépêche, un mot de Jérôme Salomon nous demandant que toutes les blouses jetables utilisées et pas déchirées, sauf que parfois juste elles se déchirent toutes seules, mais bon. Et donc les surblouses, quand on était en pénurie, on les gardait vraiment pour. Je pense que oui. Actuellement, moi je dirais surblouse parce que imagine une surblouse qu'elle sort au moment où elle vous fait le soin, quoi. Parce que elle peut aller dans sa voiture, elle peut sortir, elle peut dans l'ascenseur quand elle monte, elle peut toucher une rampe, etc. Donc là, c'est quand même un soin rapproché. Donc, elle se lave les mains, etc. Et quoi qu'il y ait sur ses vêtements, etc., eh bien, si elle met la surblouse jetable, on est quand même plus rassuré, quoi. Parce que quand même, la perfusion, c'est quand même assez rapproché. Il y a eu plusieurs interventions qui disent que du coup, certains prestataires la fournissent. Homme perf, enfin voilà, il y a plusieurs dans le chat, plusieurs réponses pour lesquelles ça a été possible. Donc Frédéric, vous avez peut-être intérêt de voir si c'est possible aussi. Oui. Oui, je pense qu'il faut être proactif là, puis mettre un peu. Oui, il faut leur dire hein, qu'on a besoin de surblouse et que c'est important. Une question aussi pour en cas de besoin, en cas de problème dentaire avéré, donc un besoin d'aller chez le dentiste, même s'il est équipé correctement, est-ce que néanmoins il y a un risque plus important avec le dentiste? Alors moi, je trouve que ce soit chez tous les dentistes chez qui je suis allée, que ce soit sur tous les reportages télé que j'ai regardés, parce qu'on regarde tous beaucoup la télé, j'ai trouvé que c'était un corps de métier qui se protège beaucoup. Beaucoup, beaucoup, parce qu'il y a eu le sida, parce que de toute façon, ils sont dans la bouche, donc s'ils sont obligés, il y a la grippe. Donc, moi, je pense que j'ai un proche là qui est allé faire des soins dentaires et ils sont habillés presque comme s'ils étaient au bloc opératoire. Hein. Et donc, je pense que si vous avez un problème dentaire qui ne peut pas attendre, il faut y aller. Et puis, voilà. Donc, moi, je pense que eux, pour le coup, ils sont bien, bien outillés. Très bien. Bah écoute,
Je pense que là, Ok. on a épluché à peu près toutes les questions. Alors, moi, je reste disponible hein, si vous en avez d'autres. Soit ils passent par toi, Delphine, soit ils peuvent passer par nadia.belmatoug@zaphp.fr. Normalement, je réponds à tout. D'autres questions? Non, ça a Non, l'air. je crois que du coup, c'est des merci. remerciements pour ta Merci, Nadia. disponibilité Bon, ben, merci et à VML, ton hein, parce que intervention. là, alors nous, on est contents parce que notre hôpital, eh ben, il a mis la vitesse supérieure pour tous les trucs multimédia. Bon, mon ordinateur, ça n'a pas marché, j'ai mon portable, mais en tout cas, on peut faire un peu de téléconsultation, de télétravail. Et voilà, on a un peu enlevé tout ce qui était administratif et toutes les étapes qui servaient à rien, elles ont été éliminées. Et ce qu'on veut, c'est que ça persiste dans le temps pour avoir du temps pour s'occuper des patients, s'occuper de vous. Je vous souhaite à tous plein de bonnes choses. Prenez soin de vous et j'espère qu'on va sortir de cette vague grandie et en bonne santé. Oui, Bye bye. avec des améliorations. Merci. Merci beaucoup. Avec vous. Au revoir. Voilà, merci, Au Nadia. revoir. De rien, au revoir. Bon, ben, je crois qu'on a. François, je te laisse la conclusion. Ouais, non, ben, je crois que Nadia a répondu à toutes vos questions. Donc, merci à elle, merci à vous. On espère que ça éclaire un peu les questionnements de chacun. Et puis ben, on vous dit à bientôt. On reste, nous, disponibles aussi. Et puis, voilà. Bon courage à tous. Possibilité d'un replay, François, tu crois? Oui, oui, oui. Demain, je poste, je vous envoie tous ceux qui étaient inscrits. Vous recevrez le replay. Puis ceux qui étaient inscrits qui n'ont pas pu le suivre en direct aussi le recevront, ou les gauchers qui réagiront. Et on donnera Oui. le lien à Nadia pour qu'elle puisse le diffuser si elle veut. Oui, bien sûr, on va le mettre Ouais. sur le site internet. Merci beaucoup Ouais, en tout cas. c'était très, très complet. Allez, à bientôt. Au revoir. Merci pour Bonne soirée. l'organisation aussi, hein, parce que moi, je ne suis pas une pro de tout ça, mais bon, bravo. Ça a marché. Ouais, Ça a marché. j'en Nadia, étais sûre. Hein. à bientôt. Au revoir. À bientôt. À bientôt à tous. Merci. Au revoir.